Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez joué d'innombrables personnages dans des genres tellement différents que je pourrais me demander lequel se trouve aujourd'hui en face de moi. Sauf que derrière l'interprète, un monde fou, il y a un seul homme et résolument cartésien. Bonjour Éric Métayer. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous êtes à l'affiche du Lucernaire avec Un monde fou, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais vous avez un parcours incroyable que beaucoup de vos fans connaissent, mais que les auditrices et les auditeurs de Sud Radio vont découvrir à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et j'ai trouvé des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 30 décembre 1985. C'est votre première télé à antenne de midi, un reportage à deux voix, dont celle-ci. Vous êtes venu, mais c'est gentil d'être venu nous voir, on vous attendait pas. Non, vous nous dérangez Liberté pas. chérie, avec votre père Alex Métayer. Et curieusement, dans ce reportage d'Antenne 2, au journal de 13h quand même, vous êtes présents tous les deux, lui pour son spectacle et vous pour le vôtre qui est Kamikaze. Ah ouais, oula. Alors c'est marrant parce que c'était vraiment deux extrêmes. C'est-à-dire, je crois que si j'ai fait cette carrière, ou en tout cas que j'y ai cru à être comédien, c'est parce que j'étais à l'autre extrême. C'est-à-dire que je faisais de l'impro. S'il n'y avait pas eu l'impro, j'aurais toujours eu l'impression que ah oui, mais bon, c'est son père, il l'a aidé, c'est lui qui écrivait ses sketchs. Oh oui, puis tandis que là, lui était vraiment un besogneux. Il passait son temps à écrire des sketchs. Moi, de l'autre côté, je faisais de l'impro. Donc, on pouvait pas m'attaquer sur le truc. On disait, là, il savait pas ce qu'il allait faire. Donc, c'est qu'a priori, il sait aussi jouer. Mais sinon, je l'aurais pas fait. Non, mais Alex Métayer, c'était un pionnier du seul en scène moderne. Il a vraiment créé un genre avec un personnage qui l'exploitait pendant des années. Oui, puis surtout qu'en plus, c'est un des premiers à écrire une histoire. Après, il y en a d'autres, évidemment, qui l'ont fait, mais c'est un des premiers dans sa tranche d'âge qui faisait du cabaret avec des sketchs. C'est un des premiers qui s'est amusé à se dire, non, je vais pas faire un sketch, à un moment donné, je vais construire. Voilà. Et il avait un problème, je crois qu'il était insomniaque. Oui, il était insomniaque. D'ailleurs, à un moment donné, il prenait toujours un truc pour dormir le soir. Et à un moment donné, je crois qu'il est allé voir son médecin qui lui a dit, mais monsieur Métayer, ça fait combien de temps que vous prenez un quart de l'Ixomil? Oh ben là, ça fait 25 ans. Oui. Alors, je vous le dis tout de suite, ça fait plus rien. Hein. C'est vraiment, c'est placebo. Oui, mais je suis obligé de le prendre. Et il faisait ses tournées dans des voitures d'occasion, assez économiques. Oui, mais parce que je crois que de toute façon, là, il y a des trucs moi qui reviennent aussi un peu de mon père et c'est quelqu'un qui faisait toujours très très attention. Je raconte toujours cette histoire-là, mais à la maison, moi j'ai vu arriver des huissiers assez souvent. Oui. J'ai vu des cartons avec des tissus dessus pour faire des tables basses, avec des gens qui faisaient « Ah, mais c'est tellement drôle ces petites tables basses et tout ». Alors moi je savais qu'il y avait des cartons en dessous. Alors il se trouve qu'au départ, Éric Métayer, votre vie n'a rien à voir avec le théâtre, puisque vous faites des études d'histoire de l'art et d'art plastique. Oui, mais c'est parce que je voulais pas. Moi, ça rejoint ce que je viens de dire. Hein. J'avais pas du tout l'intention de me retrouver avec les huissiers à la maison, donc j'avais l'intention d'être prof d'histoire de l'art et art plastique parce que ça, je me disais, il y a un salaire qui tombe, il y a les vacances, il y a les machins, je vais pas avoir peur. Mais j'avais pas du tout envie d'être comédien. Oui, mais vous faisiez quand même partie d'un groupe de jazz rock. C'est vrai, non? Oui, j'avais un groupe de jazz rock. Oui, mais on a fait des concerts, hein, ça marchait bien. Et oui, mais ça c'était à part. Et je m'en suis rendu compte assez vite. Et mon père a eu une très belle réaction parce que j'ai dit à un moment donné, je crois que je vais avoir 17 ans, j'ai fait « Papa, j'arrête les études, maintenant je veux faire un groupe. Voilà, je vais faire du rock. » Et mon père, je m'attendais, j'étais prêt avec le côté « Ah non, ça va pas, tu vas faire des études. » Et j'ai eu mon père qui a fait « Ouais, ok, d'accord. » Ah, j'ai pas compris, là. Je fais « Mais il est fou, pourquoi il me dit ça? Moi, c'est pas la bonne réponse, là. » Il fait « Ouais, d'accord. Écoute, tu sais quoi? Je vais t'inscrire chez Kenny Clark et Agostini, qui était une des meilleures écoles de batterie qu'il y avait. Tu vas faire les cours. T'auras des trucs à faire tous les jours, 5 heures à peu près de cours. J'ai tenu 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai fait, on va reprendre des études. Alors, en même temps, vous avez joué de la batterie, Éric Métayer, au Club Méditerranée. Oui, j'ai fait un peu de tout. J'ai surtout été moniteur de voile au Club Med. Voilà. C'est pareil, j'ai découvert la voile. J'aurais pu être moniteur de voile. Il y a eu un grand moment de flottement où je crois toujours au fond, je suis très, très Club Med. On se retrouve, vous savez, c'est un côté un peu franc-maçonnerie, hein, le Club Med. Hein. Il y a Cave-Rivière, on en parle avec des gens qui ont fait le Club Med, on
on reste très très proche de ça, quoi, de cet univers. Et d'ailleurs, j'ai trouvé la liste des géos depuis 1950, ils sont 491, et dans la liste, il y a Alex Métayer, votre père. Ah bah oui, lui il a commencé vraiment, il a commencé musicien, après il est devenu animateur, chef de village, directeur de l'animation pour tout le club. Ouais, non, c'est pas lui qui m'a donné le virus, hein, c'est parce que quand les copains venaient me voir, ce soir on fait un spectacle avec pour les gens, tu veux pas faire un sketch? Et je dis, vous êtes malade, moi je suis un gars de la voile, à la limite je vous chante El Santillano ou Les Filles des Forges, mais certainement pas ça, quoi. Résultat, vous vous retrouvez à l'atelier 93, un cours de théâtre, Éric Métayer, avec Pierre-Olivier Scotto de la Comédie Française. Ouais, mais alors là c'est pareil, hein, c'était pour faire plaisir à mon père, parce qu'il m'embêtait tellement. Bon, ça y est, t'as ton bac, machin, bidule. Bon, allez, va au cours. Au bout d'un moment, j'ai fait, j'y vais, j'y suis allé. Et puis, j'avais pas de texte à préparer. Il m'a dit, je sais pas, on va faire une impro. J'ai fait l'impro en me disant, je vais partir. Et puis là, alors, le truc terrible qui vous arrive, c'est, vous faites rire. Et vous faites, oh, c'est sympa ça de faire rire. Ouais, j'aime bien. Moi, je reviens la semaine prochaine, mais c'est vraiment que la semaine prochaine. Puis, à force. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la Ligue d'improvisation française. Oui, qui est né au Québec au départ. C'était un spectacle parce que les salles de spectacle étaient vides et ils ont l'idée pendant les matchs de hockey de faire une soirée improvisation. Et ça a marché. Ouais, un jour ils se sont dit, comment ça se fait qu'on remplit pas alors que le match de hockey est rempli? Voilà. On va se foutre de leur gueule, on va faire un spectacle qui ressemble à un match de hockey. Et pourtant, c'était vraiment du théâtre expérimental. Hein, c'était plutôt des intellectuels. Et là, ça a marché et ça a pris feu et c'était génial. Oui, ça a commencé au Spectrum de Montréal. Ouais. Ça a enflammé le Québec. Et c'est arrivé au théâtre de l'Escalier d'Or, je crois. À Paris. Ouais, on est resté vraiment un an là-bas. Oui. C'était petit. Puis un jour, il y a le directeur du théâtre du Bataclan qui est venu nous voir. Là, on était sur une autre taille, hein, c'était 1200 places. Il y avait un moment, si vous voulez, Joël Lalou, il me fait, écoutez, venez, je sais pas, on peut faire 1200 places. Et puis, alors, c'était dingue parce que tous les lundis, c'était plein, 1200 places. On a vu défiler tout Paris, tous les réals, tous les machins. C'était extraordinaire comme histoire. Hein. Mais alors, comment c'est né? Vous êtes arrivé une fois et ensuite, comment vous avez appris et travaillé avec cette ligue d'improvisation, Éric Métayer? Je crois que j'avais déjà ça. Vous savez que souvent, moi, je dis ça quand je vois quand on voyait des nouveaux improvisateurs arriver, ils savaient rien de la méthode, ils savaient rien des fautes, ils savaient rien du tout. On les voyait rentrer, on faisait, lui, il est bon. Alors qu'il avait rien. Puis un autre qui semblait connaître mieux les choses, c'est difficile. Je crois qu'il y a quand même un fond. L'improvisateur a un fond, sinon ça marche pas. Oui, mais après, il y a des codes à respecter. Ah, les codes, oui, mais c'est les codes de la vie. Hein. C'est quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites oui, et puis on discute. Si vous dites non, ça braque, ça ferme la conversation. Je fais ça des fois dans des séminaires de travail avec des boîtes, avec des productions, des choses comme ça. Je leur dis, mais la première chose, c'est le oui. Si vous dites non à l'autre en face dès le démarrage, il se passera rien. Dites oui. Donc vous avez commencé à faire des spectacles comme ça. Vous étiez nombreux dans cette ligue d'improvisation? Oh là, on devait être une trentaine. On n'a jamais gagné notre vie avec ça, mais c'était la piscine. C'est-à-dire tous les lundis, c'était la piscine de tous les comédiens. On venait, on avait le droit de délirer. Puis on a fait 24 heures d'improvisation. Moi, j'ai fait un record du monde avec des potes. On a fait 51 heures d'improvisation sans s'arrêter. Donc voilà. Et comment on part sur des sujets, sur des thèmes au hasard? Oui. Vous avez un papier, vous tirez le papier, il y a marqué le dernier violon. Et là, vous avez 20 secondes pour réfléchir et vous poser la question de qu'est-ce que vous allez faire avec le dernier violon. Voilà. Et ça part tout de suite avec en face une personne. Oui, et puis vous devez être. C'est ça que je dis dans les trucs de business. Oui. Je dis, regardez, c'est pareil. Vous devez rentrer. Bien, évidemment que je sais pas le dernier violon, je connais pas toute l'histoire du dernier violon. Je sais pas, c'est un gars qui est en prison et il en a marre et il se dit je vais me suicider parce que j'en peux plus d'être en prison. Ou un autre, c'est le dernier violon qui est au fond, personne l'entend et il joue jamais. J'en sais rien ce que je vais faire. Mais au moment où je rentre, je dois donner l'impression à l'autre en face et à moi, je sais ce que je fais. Et vous avez été champion du monde, meilleur joueur mondial avec une récolte de 7 étoiles. Oui, les étoiles, oui, mais c'est parce que les étoiles, ça vient du hockey. Ils donnent des étoiles à la fin des matchs. Moi, j'avais des étoiles aussi, puis tous mes copains en avaient. Alors ça nous faisait rire, évidemment. Alors ce qui est drôle, c'est que ça nous faisait rire en faisant mais n'empêche que quand on les avait, on était bien contents. Hein. Et puis il y a une émission de télévision qui a marqué l'histoire du petit écran et à laquelle vous avez participé. La 100e de Ciel Montmardi, qui était une fausse émission de débat totalement délirant sur l'adultère avec Christian Clavier, et il y avait la Ligue d'improvisation. Ah oui, là, c'est-à-dire que personne n'était au courant qu'on allait faire ça, à part évidemment
De Chavannes. À part lui, personne n'était au courant. Et Carmouze qui avait eu l'idée. Oui, Carmouze avait eu l'idée, c'est vrai, c'est lui en plus qui l'a eu. Mais quand on s'est retrouvés là, on a joué nos rôles à partir du moment où on nous a maquillés, où on nous a habillés. Et nous, on voyait les habilleuses et les maquilleurs qui étaient là. Parce qu'ils m'entendaient, moi, dire voilà, c'est la première fois que je vais revoir ma femme parce qu'elle est partie avec un mec et c'est terrible pour moi. Et puis après, il y avait les deux autres qui arrivaient, c'était Philippe Lelièvre et Viviane Marcenaro. Ouais, dis donc, je sais pas comment tu vas voir ton mari, mais ça va pas être simple et machin. Et on les voyait, elles étaient en train de se dire, ça va être un massacre, ce truc. On a fait le faux plateau avec tout le monde, on s'est foutu sur la gueule. Il y a même Christian Singer qui a vraiment failli se faire tabasser par un vigile parce qu'il voyait qu'il se levait et tout. Puis après, les deux maquilleuses et la costumière nous voient revenir dans la salle de maquillage. Elles étaient paniquées parce qu'elles venaient de nous voir en train de se foutre sur la gueule. Elles disent mais ils nous laissent tout seuls avec eux, mais on est mort. Ah non, ça a été un grand moment ça. Et c'est la première fois où il y a eu un fake. Je dirais, on a presque créé le fake à la télé. Voilà, Christian Clavier était désespéré quand on voit sa tête. Ah, ouais, mais alors je crois que Christian, le problème qu'il y a eu, c'est que je crois qu'il n'a pas été prévenu. Et que je pense que j'aurais fait un peu la gueule quand même aussi, parce que c'est se retrouver en train de présenter un film. Sincèrement, ceux qui ont vu la 100e, s'ils arrivent à se rappeler le film qui était venu présenter Clavier, je pense pas. Par contre, qu'ils se rappellent de ce qu'on a fait, oui. Et lui, il a tout de suite compris ça et a fait merde. Et là, ça l'a énervé, puisque même sur le deuxième plateau, il a commencé à vraiment faire chier De Chavannes parce qu'il en pouvait plus, quoi. En tout cas, c'était un grand moment. Et un autre grand moment, c'est une date importante aussi dans votre carrière, c'est le 25 avril 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Éric Métayer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Éric Métayer. On a parlé de vos débuts dans la Ligue d'improvisation. On parlera tout à l'heure d'un monde fou au Lucernaire que vous reprenez. Et puis, le 25 avril 2010, eh bien, vous recevez un Molière à Créteil pour cette version très personnelle de ce film. Les 39 marches. Un film. Il y a eu 3 sorties en France d'ailleurs, le 30 octobre 35, le 8 juin 51 et puis le 14 avril 2010, juste après votre Molière. Oui, ça je savais, mais les deux autres je savais pas, non. Voilà. Alors ce film d'Alfred Hitchcock, c'est une surprise, on s'attendait pas à ce qu'un humoriste s'empare d'un film d'Hitchcock. Ah bon, c'est une pièce anglaise au départ, mais après on a la pièce, je crois, fait 1h32, nous on a fait 1h50 et on l'a joué 1000 fois. Oui. Mais c'est toujours pareil. J'aimerais bien en refaire de ce genre de spectacle-là. Je pense qu'il a été novateur en plus à l'époque parce que c'était pas vraiment le genre d'univers. Maintenant, il y a eu plein de choses qui se sont faites. Mais on avait envie de prendre un truc immontable. Parce que c'est comme si je disais, on va monter le Titanic. On se dit, comment il va faire? Mais le théâtre permet tellement de choses. L'imaginaire permet tellement de choses que on prenait un film qui était un film de poursuite avec des poursuites sur le toit du train, on se jette dans un truc, le Loch Ness, machin, et on a déliré comme des malades. Hein. Et vous connaissiez ce film et vous avez fasciné? Oui, c'est un des premiers films d'Hitchcock que j'ai dû voir. Non, j'ai dû voir Les Oiseaux et puis Vertigo, je crois que j'avais vu avant. Mais non, il me plaisait. Et puis quand on m'a parlé du truc, j'ai fait ah ouais, c'est génial parce que les gens vont arriver dans la salle en se demandant comment ils vont faire. Et nous, on a passé notre temps à s'amuser, quoi. Oui, vous aviez 4 personnages et 150. Vous étiez 4 et 150 personnages, je crois. Oui, et puis en plus, on s'amusait à un truc, c'est que dès qu'on trouvait une blague supplémentaire, une blague qui marchait, au bout d'un moment, j'ai dit, attendez, là, on est à 1h50, c'est plus possible. Alors à chaque fois qu'on trouvait un truc, je disais, quelle est la chose, on réfléchit ensemble, quelle est la chose qu'on enlève? Et Hitchcock, on l'a un peu oublié, mais il avait des angoisses, je ne sais pas si vous le savez. Ah non. Quand il était enfant, son père l'avait envoyé au commissariat de police avec une lettre, et il n'a pas été sage à l'école, faites quelque chose, il s'était fait sermonner par le commissaire de police, il avait la phobie de la police. Ah, ça m'étonne pas, oui, d'accord. Il avait une peur panique, il avait aussi la phobie des œufs. En revanche, il adorait la quiche Lorraine. Ah, pourtant, c'est à base d'œufs. Oui, mais il adorait la quiche Lorraine totalement. C'est ça le grand écart des génies. Voilà. Alors, donc, vous vous retrouvez à 4, sans accessoires, en train de jouer une pièce. Si, alors là, des accessoires, on en avait plein. Hein. Oui. À la différence d'un monde fou, pas de décor, là, j'ai pas de rien. Mais là, des accessoires, mais on passait notre temps. En plus, quand on l'a joué La Bruyère, il n'y a pas ce qu'on appelle, je ne sais pas si les auditeurs savent, mais il n'y a pas, à Cours-Jardin, il n'y avait pas moyen de passer d'un côté et de l'autre de la scène. C'est-à-dire que quand on était à Jardin, on était bloqué. Donc il fallait que moi, je ramène des costumes, des trucs qui étaient à Jardin pour pouvoir les réusiter de l'autre côté. Et c'est là où m'est venue entre autres l'idée, j'ai fait, mais comment on va faire passer tout le truc? D'un coup, j'ai dit, mais Hitchcock,
Il était tout le temps dans ses films. Oui. Donc, j'ai pris un panneau avec le portrait d'Hitchcock qui passait au fond de scène. Mais en réalité, les gens me disaient « Ah, belle idée de faire passer Hitchcock ». Mais en fin de compte, derrière, il y avait un gros panier avec toutes les fringues pour les faire passer de l'autre côté. Et comment on monte justement un spectacle comme ça avec autant de rythme? C'est pas évident. Oh, on a beaucoup travaillé. Je dirais même avec mes camarades Jean-Philippe Bèche et puis Christophe Laubion et Andrea Bescon, on a beaucoup bossé. Parce que à un moment donné, on s'est vraiment posé. On a dit bon, le problème n'est plus le jeu, c'est comment on gère tout ce qu'on a là pour que ça aille vite. Donc ça a été, c'est plus de la logistique qu'on a eu à gérer que la folie, parce que la folie, on l'a eu très vite. Oui, mais il faut aussi un spectacle millimétré pour que ça se passe. Ah oui. Mais ça, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire le faux foutoir. C'est du faux foutoir, du FF. C'est-à-dire, de l'extérieur, vous dites oh là là, c'est millimétré, alors que derrière, plutôt c'est le contraire. C'est oh là là, c'est n'importe quoi, ils sont complètement dingues, mais derrière, c'est millimétré. Je te passe le truc là parce que je suis en train de discuter là. Toi, tu m'attaches le truc alors que je suis en train de parler pour que c'est vraiment un boulot d'enfer. Oui, en même temps, c'est dans cette salle que Robert Derry a débuté les avec Branquignoles. oui. Et un jour, alors que c'était aussi très millimétré, Pierre Tornade a le malheur d'ajouter une phrase au spectacle. Oula. Il s'est fait insulter par Robert Derry. Oui, mais c'est ce qu'on en revient à ça, c'est que tout d'un coup, c'est des spectacles où vous devez donner l'impression que c'est très potache, sympa et tout, mais le truc est extrêmement construit. D'ailleurs, Hitchcock avait beaucoup d'humour. Le jour où il a commencé à tourner la scène de la paire de menottes, Ouais. il a dit « J'ai perdu les clés aux comédiens, débrouillez-vous ». Ah oui, ça je le savais. Mais là, quand on a travaillé ce moment-là avec pour le truc, on a vraiment c'est très millimétré. C'est un boulot pour passer la main, repasser le truc. C'est un spectacle et à un moment donné, on s'est vraiment pris la tête quand même. Voilà. En tout cas, ça a marché puisque vous avez eu un Molière. Et quand vous recevez un Molière à la Maison des Arts de Créteil, alors que vous avez eu déjà 2 nominations, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent le. Alors attention parce que j'avais déjà eu un Molière avec Un Monde Fou. Oui, mais celui-là, c'était oui, mais enfin vous aviez eu deux nominations Molière qui n'avaient pas marché. Ah oui. À un moment donné, vous savez, je me rappelle justement, c'est pas sur les 39, mais sur Un Monde Fou. Je me rappelle que je suis parti de chez moi, j'avais le costume, je m'étais habillé, et puis d'un coup je m'aperçois que j'ai pas de chaussures noires qui vont avec le costume. C'est trop tard. Et puis bon, mets tes baskets, de toute façon tu vas rester assis parce que de toute façon tu l'auras pas. Et je l'ai eu. Et là tout d'un coup j'ai fait ah merde. Et en même temps, vous aviez de la concurrence. Il y avait La Cage aux Folles, repris par Didier Caron. Il y avait Miam Miam d'Édouard Baird, Mission Florimond, et Thé à la menthe ou des citrons. Ah oui, en plus, je les avais pratiquement tous vus. Sincèrement, oui, je m'y attendais pas, mais vous attendez pas. Puis de toute façon, pour moi, les Molières, c'est un très bel acte d'amour. Je me dis, la profession vous aime. Mais je suis le premier à dire, je peux pas tout voir, donc j'ai pas tout vu. Donc à un moment donné, il y a aussi un acte d'amour avec. Oh lui, non, mais je suis sûr, j'ai entendu parler, c'est bien, puis on l'aime bien. Voilà. Et puis, première nomination au Molière, Éric Métayer, c'était pour Aimez-moi les uns les autres, de votre père, Alex Métayer. Oui, c'est la première fois que j'ai été nommé. Oui. Ça m'a fait... c'était étonnant parce que j'étais dans un spectacle qu'il avait écrit, je jouais dedans avec lui. Ça m'a fait plaisir. J'ai eu un... Et en même temps, ça a été très compliqué parce que... j'en ai jamais parlé de ça. Ça a été très compliqué parce que en réalité, lui, il l'a mal vécu que je sois nommé. Donc je me suis retrouvé le soir des Molières, je lui dis écoute, on y va. Il m'a dit non, je viens pas avec toi. Je lui dis mais pourquoi? Parce que je trouve que les nominations, j'aurais dû être nommé, le spectacle aurait dû être nommé. Je dis oui, mais c'est ton fils qui est nommé. Oui. Il n'est pas venu. Oui, j'imagine le caractère, effectivement. Ça n'a pas été simple. Je sais. Alors attention, hein, il a, comme tous les parents, il y a un côté extraordinaire et puis il y a un côté où on fait... Voilà. Ça coince. Et d'ailleurs, ce spectacle, c'était un peu le Minitel Rose avant la lettre. Ah oui. Et celui qui a inventé le Minitel Rose, qui a fait sa première fortune, c'est Xavier Niel. Ah bon? Oui, il a gagné beaucoup d'argent et ça lui a permis ensuite de faire ce qu'il a fait, notamment Free. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu aussi Des cailloux plein les poches. Où vous jouez. Ça. Et là, déjà, vous jouez plusieurs personnages en même temps. Oui, alors je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment parce qu'il y a des noms qui, tout d'un coup, vous savez, très vite dans notre métier disparaissent comme une chose. Voilà. Mais Stéphane Meldeg, s'il n'avait pas été directeur du théâtre de la Bruyère, je pense pas que j'aurais eu le parcours que j'ai eu, que ce soit avec Un Monde Fou, parce que c'est lui qui m'a mis sur les rails, mais surtout la première pièce, Des cailloux plein les poches, vraiment là, avec Christian Pereira, j'ai
connu, je crois, un des plus beaux spectacles que j'ai joué. J'espère un jour le rejouer parce que c'est vraiment un spectacle mythique. Oui, parce qu'en plus, il y avait l'imagination du public qui comptait. Oui, mais ça, c'est ce que je connaissais à la Ligue d'impro. Et là, tout d'un coup, c'était au service, non pas du futile, mais l'impro, c'est un truc jetable. Hein. Moi, j'ai revu les impros qu'on a fait où on faisait « Waouh, c'était génial !» Je l'ai revu en vidéo, je fais « on va laisser ça au coffre. Hein. » Tandis que là, c'était jouer avec l'imaginaire du public et leur donner des éléments et eux construisaient le reste. Et en plus, avec un vrai fond. La pièce, elle est forte. Hein. Et puis, il y a quelqu'un aussi à qui vous devez beaucoup, Éric Métayer. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Oui, mais Pierre Mondy, qui vous a engagé dans Sans rancune. Ah, Pierre, ça a été... d'abord, il y a eu Sans rancune, après, il y a eu Panico Plaza, puis j'ai fait 2 téléfilms avec lui, et c'est quelqu'un qui m'a reconnu comme personne réelle. Et bon, je vais pas faire long, mais il y a une anecdote extraordinaire avec Pierre, c'est que j'ai tourné un téléfilm avec lui au tout début, et on était payé à la semaine, on nous donnait nos chèques à la semaine. Et pendant tout le tournage de la première semaine, j'avais droit à Alex, tu peux venir sur le... Non, moi c'est... Ah ouais, bon, c'est pas... D'accord. Eric, Alex, tu peux venir te maquiller... Non, moi c'est Eric. Ça n'arrêtait pas. À la fin de la semaine, on me donne l'enveloppe avec mon chèque. Bon, j'ouvre, je vois mon chèque, puis je vois un deuxième chèque. Je dis, c'est quoi ce truc? Je regarde, 200 francs à l'époque, quand même de plus. Puis je sais pas quoi faire. Je me dis, ils ont dû se tromper, qu'est-ce que je fais, machin. Et je vais voir Pierre. Je dis, Pierre, excuse-moi, c'était vraiment un peu mon papa. Hein. Je dis, Pierre, je suis désolé, mais je voudrais te demander, parce qu'il y a un chèque de 200 francs en plus dans le truc. Et Pierre me regarde et il me fait, ah, oui, c'est moi qui ai demandé à la production. À chaque fois qu'ils disent Alex, c'est 1 franc. C'est une belle histoire. Et Pierre, non, à ce niveau-là, c'était quelqu'un de super. Alors ça, c'est là une des facettes d'Éric Métayer, mais il y en a d'autres. Et on va l'évoquer à travers une autre date, le 5 juillet 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Éric Métayer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Éric Métayer. Nous parlerons tout à l'heure de ce monde fou au Lucernaire que vous reprenez. On a évoqué vos débuts, vos Molières, tout ce qui a fait votre première carrière de comédien. Et si je parle du 5 juillet 2014, c'est que ce jour-là débute à Avignon, au Chêne Noir, un spectacle dont vous n'imaginez pas la portée, c'est-à-dire Les Chatouilles. Ah oui, non, on n'a pas du tout vu arriver le truc, puisque c'est parti de la vie d'Andrea. Andrea Bescon, oui. Qui tout d'un coup on en parle. D'ailleurs, je me rappelle même pas quand elle m'en a parlé, donc je dis ça, c'est parce que l'amnésie traumatique existe vraiment, même pour quelqu'un à qui on le raconte, c'est tellement terrible que bon. Et puis elle me raconte l'histoire. Je lui dis, écoute, elle avait vu Un Monde Fou justement, et elle m'avait dit, oh là là, j'aimerais bien faire un spectacle comme ça me plairait. Je lui dis, écoute, je sais pas, écris ton histoire. Ça peut être un bouquin, ça peut être un film, ça peut être, je sais pas quoi. Écris-le. Et puis à partir du moment où j'ai lu ce qu'elle avait fait, je dis, écoute, ouais. Et puis à tous les deux, on se dit, on peut essayer de faire un spectacle, le monter comme ça. Puis là se construit le truc. Elle travaillait. Sur les scènes, moi je revenais, je lui donnais mon avis, je lui disais tiens ça, enlève, peut-être ajoute, je lui donnais des idées de gags, des bidules pour essayer d'alléger l'histoire, parce que je me dis, on s'est dit tous les deux, on peut pas, si quelqu'un regarde l'histoire lourde comme elle est, il sort dans les 2 minutes, donc faut qu'on trouve un système pour. Mais on s'y attendait pas, il y avait 3 payants à la première représentation à Avignon. Hein. Donc on n'y croyait pas du tout. Parce que ça s'appelait la danse de la colère, c'était le sous-titre. Oui. Parce que la danse l'a sauvée. En fait, elle a eu des problèmes dont on ne parlait pas beaucoup à l'époque. Ah bah non, c'était avant MeToo. Donc c'était quand même quelque part une des premières, elle n'est pas la seule, mais une des premières victimes qui disait j'en ai marre d'être la victime qui se met dans l'ombre et je vais me montrer parce que j'ai rien à me reprocher, je suis victime. Donc c'est la première fois une des premières fois où une victime tout d'un coup se dévoilait. Et finalement, ce spectacle est monté en puissance très rapidement. Moi j'ai dit Andrea, tu sais, je connais bien Avignon. Hein, à la fin de la première semaine, si on n'a pas monté, franchement, ça va être très très compliqué parce que la deuxième semaine, les gens arrivent et les gens font. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Bon. Et là, à la fin de la semaine, on était complet. Donc je lui dis, c'est bon, ça, c'est parti. Par le bouche à oreille. Ah oui, que le bouche à oreille. Hein. C'était vraiment ça. Il n'y avait pas de pub, elle n'est pas connue. Moi, normalement, je ne devais même pas faire la mise en scène, puisque je l'avais proposé et j'avais dit, Andrea, écoute, ça fait 2 spectacles qu'on fait ensemble, je pense que c'est bien que tu rencontres d'autres gens. Je serai derrière, parce que je connais le principe du jeu seul, mais va voir d'autres gens.
Et ça, alors c'est vraiment, je vais pas rentrer là-dedans, mais il y a un concours de circonstances. On s'est trouvé, il y avait personne, et j'ai fait alors je le fais. Voilà. Je l'ai reçue dans Les Clés d'une vie, Andrea Bescon. Elle m'a raconté qu'elle avait été séduite par votre côté fou dans un spectacle. Vous tourniez partout, vous couriez partout. Bah, ça devait être ça. Oui. Ça devait être un monde fou. Oui. Oui, mais je vous dis, c'est tout d'un coup un système de jeu qui permet, surtout, je dirais, là, pour moi, c'est un plaisir, mais ce genre de jeu-là, c'est ce que permet le théâtre à des jeunes comédiens ou à des jeunes comédiennes de dire, ça coûte que dalle, mais je peux vous faire la guerre de 14. Je suis tout seul, je vais écrire mon texte, et quand je vais aller voir quelqu'un dans un théâtre, faire, oh là là, la guerre de 14, il va falloir un tranché. Non, il n'y a rien. Vous allez voir, c'est moi qui fais l'avion, c'est moi qui fais le truc, voilà. Et là, elle pouvait raconter sa vie sans rien. Voilà. Et en même temps, Éric Métayer, ce spectacle, vous avez découvert au fil des représentations qu'il parlait à tout le monde. C'était, je dirais même que Andrea l'a encore plus vu et senti que moi, parce que je vais pas dire que des victimes qui venaient parler venaient me parler derrière. Hein, là, je les voyais passer derrière et discuter avec Andrea. Et ce que je trouve quand même, parce que politiquement, tout ça, je trouve qu'on n'avance pas du tout à ce niveau-là, mais ce que je reconnais, c'est qu'il y a 10 ans, les victimes passaient derrière pour discuter avec Andrea, et que là, avec le procès qui est en train de se faire de 50 violeurs, on se rend compte que maintenant, une victime dit non, je me présente, je suis là, et je vais parler visage découvert. Là, je viens de faire un téléfilm pour France Télévisions, Signalement. C'est pareil, la victime, c'est la première fois qu'elle est montée sur scène et dit, voilà, le film, c'est ma vie. Et en même temps, vous receviez déjà des messages privés parlant de ce problème. Oui, je vous dis, beaucoup moins moi, parce que à l'époque, en plus, les victimes avaient vraiment besoin de parler à une victime parce qu'elles se ressentaient. Moi, j'étais plus là comme assistant ou comme présent, mais comme accompagnateur. Mais j'étais pas dans la douleur de ce qui était vécu. Je le vivais par procuration, hein. Mais si on regarde bien, finalement, tout ce qui s'est passé depuis, vous avez été le point de départ. Est-ce que ce spectacle Les Châteaux, il n'a pas eu une influence sur tout le mouvement qui a suivi Éric Métayer? On peut se poser la question. Oui, je suis mal placé pour le penser. Oui. Les mouvements MeToo aux États-Unis, je ne pense pas qu'ils avaient entendu parler des chatouilles. Non, mais en France. Donc, en France, il fait partie d'eux. C'est une pierre parmi toutes les pierres qui font que le mur se construit et que tout d'un coup, on fait « Ah merde, quand même, ouais, c'est visible, il va falloir peut-être s'en occuper. » Vous avez commencé à Avignon, c'était complet, et vous allez directement à Paris au Théâtre Antoine. Oui, alors là, il y a 2 personnes que je remercie. C'est Stéphanie Bataille et Jean-Marc Dumontet, parce que on n'est pas connus, on n'a rien du tout. On fait une première année à Avignon, on se retrouve avec tous les directeurs de théâtre de Paris qui sortent en faisant « Ah, qu'est-ce qu'il est bien votre spectacle !» Mais c'est pas pour nous. Oui, mais à un moment donné, ah non, mais voilà, qu'est-ce que j'aimerais, mais c'est pas pour nous. Et là, au milieu, il y a tout d'un coup Stéphanie et Jean-Marc qui font écoutez, on va faire un truc, c'est je vous passe le Théâtre Antoine. De l'autre côté, il y a le carnet d'adresses. On ouvre le carnet d'adresses, on invite tout Paris à regarder ce spectacle. Tout le monde fait « Oh là là, ouais, putain, c'est extraordinaire ce qu'elle fait, c'est super ce qui a été écrit, c'est génial, bon, ok. » Et puis, on refait un deuxième Avignon. Là, alors là, se décroche le film, oui. et en même temps, tout d'un coup, il y a Myriam Feu de Colombie, qui est Feu, d'ailleurs, oui. Maintenant. Directrice du Théâtre Montparnasse. Voilà, directeur du Montparnasse, qui tout d'un coup, sur le deuxième Théâtre Antoine, que encore une fois Jean-Marc Dumontet et Stéphanie Bataille nous passent, on se retrouve avec un décrochage qui est enfin un théâtre qui accepte de monter le spectacle. Oui, et entre-temps, il y a eu le film dont voici la bande-annonce. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. Ma petite Odette. Alors là, c'est une autre aventure extraordinaire. Et Éric Métayer, vous n'avez jamais fait de cinéma, ni vous ni Andrea Bescon, et on vous confie les rênes du film. Là, c'est pareil. Parce que quand de temps en temps, je parle de cinéma dans des écoles de cinéma, je leur dis, attendez, là, je vais vous parler de notre parcours, mais il est pas normal, notre parcours. Enfin, c'est pas la normalité. Parce qu'on tombe sur 2 producteurs qui sont... François Cros et Denis Pénaud-Valenciennes, les films du kiosque. François vient voir le spectacle, il sort, il fait les droits sont pris évidemment. Il dit non, je vous vois demain. Nous toute la soirée, oui, et puis d'abord nous on veut faire l'adaptation parce que c'est nous quand même. Pour le rôle,
Ça va être un peu plus compliqué parce que t'es pas connu du tout, ça va être compliqué. Mais bon, puis alors la réalisation, c'est même pas la peine, on laisse tomber. Puis on arrive au rendez-vous et là, François nous fait bon, pour l'adaptation, c'est vous qui avez fait la pièce, je vois pas qui peut faire autrement. Oui, bon, merci, oui, d'accord. Pour le rôle, Andrea, c'est ta vie. Alors je vois pas qui peut jouer quelqu'un d'autre peut jouer le rôle. Hein. On va t'entourer avec des comédiens ou des comédiennes plus connus, mais c'est toi qui joues le rôle. Oui. Vous avez... Bon, dernière question. Vous avez déjà réalisé un film? Là, évidemment, on fait tous les deux, on fait... non, on n'a jamais réalisé. Super, on adore produire les premiers films. On est sorti de là, j'ai dit à Andrea, surtout, on attend qu'on tourne la rue, là, parce que gueule pas avant, parce qu'on va paraître pour des imbéciles, donc on a gueulé dans la rue après, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et résultat, vous êtes retrouvé à monter les marches du Festival de Cannes, Éric Métayer. Oui, mais alors, vous savez, ce qui est drôle, c'est que quand on a monté Les Chatouilles, le spectacle, oui, on avait un grand panneau à la maison avec toutes les scènes, et à la fin, on avait marqué « The Hand », et pour rire, standing ovation. Bon, et le spectacle, chaque soir, quand il est joué, standing ovation, tout le monde est debout. Et on avait déliré en faisant standing ovation, puis après on fera le film, on fera Karine Viard pour faire le film, César, puis on ira à Cannes et tout s'est fait. Alors maintenant j'essaye encore de jouer à ce jeu-là, mais ça marche pas tous les coups. Non mais ça, vous avez monté les marches du festival. Oui. Alors il y en a pas 39, il y en a 24. Non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas, c'est que la première année, quand ils ont construit le nouveau palais, les marches n'étaient pas au point, elles n'étaient pas assez larges, pas assez hautes, donc il y a eu des chutes mémorables. Je savais pas ça. Et ils ont dû refaire les marches du festival, du palais des festivals, la seconde année. C'est bien de venir ici, on a des petites anecdotes alors. Et puis résultat, c'est pas un Molière, mais un César. Oui, pareil. Là, on s'est retrouvé avec. C'est surtout, je dirais même le César lui-même. Il était génial, mais c'était les 5 nominations parce qu'on se retrouvait nommé en premier film, nommé en montage, nommé en comédienne, nommé en second rôle. Enfin, ça faisait beaucoup quoi. Ça, on nageait sur un petit nuage. Et puis, je raconte cette anecdote, mais quand on s'est retrouvé dans le couloir avec notre Molière, avec Andrea, tout d'un coup, on voit arriver Audiard avec son Molière. D'ailleurs, on lui avait. César. Son César, oui. Oui, je suis encore au théâtre. avec son César. Et on lui avait quand même chopé l'adaptation, puisqu'il était aussi en compétition. Puis se trouver seul avec lui et faire... on trinque. Oui. Et on a trinqué nos Césars ensemble. De trinquer. Et en plus, là, j'ai vu son film, le dernier. Je dis, c'est quelqu'un qui est au sommet de son art. Je suis très content qu'il représente les Oscars pour la France, parce que c'est extraordinaire, quoi. Alors, vous avez repris ce spectacle au dernier Avignon. Vous avez eu 3 spectacles en même temps à Avignon, oui. Éric Métayer. Oui, mais parce que on était très très boulimique de travail et d'envie. Puis vous savez, ce que je dis toujours, c'est quand vous avez la chance de pouvoir travailler, la chance des propositions. Vous y allez, vous savez ce que c'est la vache maigre, vous savez les endroits où il y a des grands vides et où personne vous appelle. Quand tout d'un coup vous avez des appels, évidemment vous faites essayer de faire attention à faire quelque chose de bien, mais si vous avez la possibilité, vous y allez. Voilà. Et Avignon, vous avez commencé il y a bien longtemps, mais en vendant comme vendeur. Vous avez trouvé ça? Je me suis renseigné. Oui, mon premier Avignon, c'était au marché des artisans. Oui. Et alors on m'avait surtout, à l'époque, on m'avait vendu tu vas voir, t'es à Avignon, tu vends, et puis tu iras voir les spectacles, les machins. Et en fin de compte, quand je suis arrivé là-bas, j'ouvrais le stand, il devait être 10h du matin. Il y avait la pause à midi, mais je pouvais pas aller voir de spectacle. Et puis, je faisais toute l'après-midi. Et le soir, je pensais que je pourrais voir des spectacles, mais à 21h, j'étais encore avec la lampe pour machin. Puis d'un coup, on me disait, à 21h, je me disais, je peux voir d'autres spectacles. Et les gens me disaient, mais non, il faut que tu dormes sur le stand. Parce que là, si on se fait piquer des trucs, je dormais sur le stand, donc j'ai rien vu du tout. J'ai vendu des bracelets, c'est tout ce que j'ai fait. Vous avez vendu beaucoup quand même, non? Alors je sais pas, j'ai dû en vendre pas mal, mais en tout cas, moi, ce que j'avais dans la poche, c'était pas grand-chose. Hein. Voilà, vous êtes rattrapé depuis, oui. Et finalement... non, même pas. Mais ce qu'on remarque dans vos spectacles, c'est que le rire et la tendresse sont toujours mélangés. Ben oui, mais la tendresse est là. Je ne pense pas que... Vous savez, tout moment triste a un moment qui, si on le regarde de l'extérieur, a un petit sourire. À la mort de mon père, je m'en rappellerai toujours, quand on l'a enterré, on faisait le tour comme ça, donc la tombe était devant moi, et les gens pleuraient, mettaient une fleur ou un nez rouge, machin, bon. Et un des sketchs les plus connus de mon père, pas les pâtes à la boudoni, mais un autre pour les plus anciens, qui était le pinceau japonais, je fais le tour,
Et je me retrouve donc en face des gens qui sont en train de jeter le truc. Ils me voient. Hein. Et je m'aperçois que la tombe qui est collée à celle de mon père, c'est un Japonais. Donc tout d'un coup, je pars dans un fou rire. Les gens qui étaient à côté de moi comprennent le truc, commencent à se marrer. Et je voyais les gens en face qui disaient mais... Ah oui, il va pas bien, mais c'est normal, il craque. Et ouais, c'est normal. Bon, c'est vrai que je craquais, mais en même temps, c'était quand même... Donc il y a toujours cette chose-là qui me plaît, le mélange de ces choses très dures. C'est pour ça que j'aime le cinéma anglais. Hein. Voilà, et vous aimez aussi le théâtre, et nous, on craque pour un spectacle qu'on va évoquer à travers la date du 18 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio. Ah ça, je sais quand c'est. À tout de suite sur Sud Radio avec Éric Métayer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Éric Métayer. On a parlé de tous vos spectacles, de vos Molières, de vos Césars, des Chatouilles. Et là, le 18 septembre 2024, vous revenez au Lucernaire qui vient d'être entièrement repris et rénové, je crois, pour Un monde fou, qui est un spectacle que vous reprenez, que vous aviez joué il y a quelques années, que vous avez joué à Avignon cette année et qui revient. Alors, pas cette année, hein, je ne l'ai pas joué cette année. Il y a 2 ans. Il y a 3, je sais plus, au bout d'un moment, il y a prescription. Mais oui, parce que il y a 2 spectacles qui m'ont vraiment, pour moi, été des moments extraordinaires. On en parlait tout à l'heure, Des cailloux plein les poches, et Un monde fou. Un monde fou, c'est un délire total. Je fais d'abord 32 personnages. Seulement Non, je compte pas le homard, oui. Les mouettes, qu'est-ce qu'il y a encore J'ai oublié. L'ascenseur, tout ça, c'est moi qui le fais. Mais je m'amuse vraiment comme un fou. Les gens, je sens bien que c'est un jeu à 2, on rigole parce que eux visualisent. Le théâtre a un truc extraordinaire, c'est que vous êtes la production la plus riche du monde, parce que chaque personne peut imaginer la mouette comme il le veut, le homard comme il le veut, les personnages comme ils le veulent. C'est leur personnage, parce que c'est leur imaginaire. Donc moi, je m'amuse en gros pendant 1h45 à les faire rigoler, mais eux se marrent eux-mêmes de leur propre imaginaire. Hein. Alors, il se trouve que l'histoire, c'est un serveur de restaurant qui va prendre les communications téléphoniques et les réservations. Oui, alors c'est un peu ce qu'on peut vivre nous en France, un peu moins, mais on le vit quand même. C'est un jeune comédien qui malheureusement n'a pas de boulot, et pour arriver à travailler, pour arriver à vivre, il fait ça. C'est un sous-fifre, il est écrasé par tout le monde, par les gens qui appellent, par la cuisine, par le directeur, Ah oui, j'ai oublié, je fais un hélicoptère aussi. Voilà. Et tout d'un coup, ce gars, pendant tout le trajet, est complètement enfoncé et va progressivement arriver à s'en sortir. Mais c'est un jeu à raconter une histoire très humaine, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'y mettre de l'humanité et du fond, mais en même temps, je m'amuse j'ai envie de faire rire, je peux pas m'en empêcher. Hein. Oui, c'est-à-dire que tout y passe, c'est-à-dire qu'il y a les VIP qui sont pas contents, il y a le chef cuisinier qui vous harcèle, tout y passe. Oui, et puis en plus, je m'amuse à un autre truc, c'est que j'actualise à chaque fois. C'est-à-dire que je m'amuse à aller chercher les choses qui, en ce moment... sont un peu, je dirais, d'actualité et de choses. Par exemple, le chef, à un moment donné, demande s'il y a des appels. Et le Sam donc lui dit bah oui, il y a eu des appels, il y a Gérard Depardieu qui a téléphoné. L'autre fait ah non, je connais pas Gérard Depardieu, j'ai jamais entendu parler. Bah si, vous en avez entendu parler, il était à l'anniversaire de PPDA avec l'abbé Pierre. Ça, donc voilà, je m'amuse là-dedans à partir dans des trucs qui sont pour moi de l'actualité, comme Léon Marchand, j'en parle aussi, je m'amuse avec ça. C'est un spectacle très changeant et en même temps complètement fou. Voilà, parce qu'au départ, ce spectacle, c'est une pièce américaine. Oui, c'est la réalité. Hein. C'est une comédienne qui travaille dans un restaurant qui n'arrivait pas à avoir de rôle, qui a dû prendre je sais pas combien de notes sur tout ce qui lui arrivait dans le restaurant et qui a construit ce spectacle. Mais qui n'était pas comme ça. Hein. Dans la vraie version, il y a un bureau avec plein de documents, il y a un vrai téléphone, il y a un vrai machin. Là, moi, avec Stéphane, on a tout enlevé. Le premier jour, il a voulu qu'on mette tout, puis là, je lui ai dit Stéphane, tu veux bien qu'on essaye sans rien? Puis Stéphane m'a fait bon, Eric, comme c'était quelqu'un de quand même très intelligent, il fait ouais, Eric, on essaye sans rien. Alors, et là, puis ça marchait. Voilà. Mais en même temps, cette pièce américaine avait été nommée parmi les 10 meilleures pièces en l'an 2000 par le Time Magazine. Waouh, je savais pas. Ouais. Eh ben, dis donc. Et donc, elle arrive en France et Stéphane Meldeg, qui est à l'époque le directeur de la Bruyère, qu'on a cité, vous propose de jouer ce personnage et de le mettre en scène. Oui, alors on avait joué Les Cailloux, oui. Donc je pense que tout d'un coup, il s'est dit, à 2, ils y arrivent tous les deux. Tiens, j'ai une pièce où il est tout seul.
je vais lui proposer de la faire. Et la première lecture, elle était compliquée parce que c'est 32 personnes, 32 voix différentes. C'est pas simple. Et j'étais pas sûr de mon coup. Hein. Quand on a fait la lecture, je suis sorti de là, j'ai fait oula. Et puis, au fur et à mesure, je m'amusais tellement que les choses se sont trouvées, quoi. Voilà. Mais dans l'évolution, lorsque vous avez joué, il n'y avait pas encore les téléphones portables comme aujourd'hui. Ah non, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de choses. Et ce que je disais sur Depardieu, MeToo, machin, tout ça n'existait pas. Ouais. Sur les téléphones, les tablettes, tout ça n'existait pas. Il y a des choses... j'ai gardé pour le père, par exemple le vieux père du personnage principal, j'ai gardé le téléphone à cadran. Oui. Bon, moi, ça me fait rire. Je peux vous dire dans la salle, à ce moment-là, je fais OK, 58% de plus de 50. Ouais. Parce que, faut le connaître, ce truc. Personne ne le connaît. Maintenant, bon, je ne suis pas à Appelport 25-36, mais pas loin. Non, mais je garde des choses parce que sinon tout se perd. Et puis il y a des choses pour les jeunes où je suis sûr que d'autres comprennent pas ce qu'il est en train de foutre, quoi. Donc c'est une évolution permanente et là aussi il faut reprendre et couper à chaque fois. Ah voilà, mais c'est le bonheur de ce genre de spectacle, c'est des spectacles vivants, c'est de l'art vivant. Alors je crois savoir que André Abescon était en coulisses pour jouer les souffleuses de temps en temps. Alors plus maintenant, mais à Avignon, elle a parce que au début, à chaque fois qu'on reprend ce spectacle-là, c'est pas le texte qui pose problème, c'est que ce sont des gens qui vous appellent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc parfois vous faites, c'est la 2e ou la 4e qui l'appelle et là, il y a un vide. Maintenant, au niveau de l'impro, j'arrive toujours à m'en sortir. Mais bon, à l'époque, quand on était à Avignon et qu'on reprenait le spectacle, alors que ça faisait 10 ans que je l'avais pas joué, j'ai fait, on va peut-être se faire une sécurité. Hein. Mais les souffleurs au théâtre n'existent plus aujourd'hui. Ça existait à la Comédie Française sous une trappe. Oui, je crois encore que le dernier, ça a été de la Comédie Française. Oui. Et un jour, Galabru a un trou de mémoire. Il regarde le souffleur qui lui dit, c'est à vous. Ça a été extraordinaire. Mais je crois que j'avais une anecdote comme ça où le souffleur, il y avait un comédien qui était insupportable pendant les répétitions et qui lui dit donne-la, machin, on va l'engueuler. Et le jour de la première, le comédien a un trou et l'autre est en bas avec le texte comme ça, il fait je sais pas. C'est terrible. Alors ça, c'est dans le Lucernaire qui a évolué, qui a été repris par une nouvelle direction, qui a été sauvée, et donc vous arrivez dans un théâtre tout neuf pratiquement. J'adore ce théâtre. D'abord parce que il devrait y en avoir plus en France des comme ça, parce que d'ailleurs je crois que son propriétaire voulait le faire, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est un endroit qui n'est pas un théâtre, c'est un lieu d'art. C'est-à-dire, vous venez, vous allez voir la pièce, vous redescendez, et vous pouvez trouver le texte de la pièce que vous avez vue, vous pouvez aller en discuter au restaurant ou au bar, et des fois, comme moi, les comédiens, on va boire un coup, et puis tiens, bonjour, je voulais vous dire, puis on discute avec... C'est un endroit où vraiment, je trouve ça, il devrait y en avoir plus. Voilà. Et Laurent Terzieff, quand il était là, qu'il jouait pratiquement au Lucernaire tout le temps, il était au restaurant d'en face tous les jours avec des olives, et il attendait, et les gens venaient lui dire bonjour et parler de la pièce. Je vous dis, c'est vraiment ça pour moi le théâtre. C'est ça qui est fabuleux. Alors, il y a le théâtre, il y a le cinéma, mais il y a aussi une autre activité. Écoutez. Jasmine, where are you? Out in the menagerie, hurry. Iago Aladdin. Oh, vraiment? C'est insupportable. Car vous avez fait beaucoup de doublages et beaucoup de dessins animés de Disney. Oui, j'ai eu cette chance. Alors, j'ai été fan de ça. J'avais vraiment des copains plus anciens qui faisaient les voix. Roger Carrel. C'est Carrel qui m'a quelque part fait tellement aimer ça. Parce que quand je voyais la tête des enfants et quand ils faisaient le serpent du livre de la jungle ou qui faisait Winnie l'ourson, je voyais la tête des gamins qui faisaient oh. Et là, je vois d'ailleurs, moins les enfants d'ailleurs, mais j'ai eu la chance de faire un podcast avec McFly et Carlito. Et très sincèrement, je les connaissais pas vraiment, mais quand je suis sorti le lendemain et que je voyais des ados en train de faire ouais putain. Génial, je savais pas, putain, c'est super ce que vous faites. Ouah là là, j'ai fait oula, l'influence du truc. Et le doublage a pris, je dirais, ses lettres de noblesse beaucoup plus avec les jeunes. Et Aladdin, ça vous a marqué, Iago? Ça m'a marqué d'abord parce qu'il y en a eu 2, qu'en plus après il y a eu la série. Et puis c'est une des voix
des voix qui me faisaient le plus mal à la gorge à l'époque, parce que quand vous faites une semaine de « Ah, vraiment, est-ce que vous croyez que à la fin, vous rentrez chez vous, il n'y a plus rien ?» Mais Robin Williams a créé le rôle aux États-Unis. C'est la première fois qu'un grand comédien a prêté sa voix Pour le génie, oui. Pour le génie, Disney. Et il a fait 16 heures d'improvisation. Alors, justement, j'applaudis encore plus mes camarades de doublage français, parce que, à la différence... J'enlève rien à Robin Williams, je suis fan de Robin Williams, mais Robin Williams a fait 15 heures ou 16 heures d'improvisation et on a fait le dessin sur lui. Tandis que mes camarades qui ont fait les voix là, ils sont obligés de se caler sur quelque chose qui est fait. Oui. Donc à eux de trouver la folie, mais dans quelque chose qui est extrêmement cadré. Hein. Alors ce qui est cadré aussi, on en parlait tout à l'heure, à propos justement d'un monde fou, ce sont ces capsules que vous faites à côté. Ah oui, les capsules. Oui, les capsules sur Internet, sur Instagram et tout. Bah oui, parce que je me suis amusé à ça, parce que je me suis dit, tiens, c'est un moyen de parler du spectacle sans obligatoirement dévoiler le spectacle lui-même. Et j'ai demandé à des copains, alors là, pour l'instant, il y a eu Cavrivière, Jérémy Ferrari. Là, il y a Bruno Solo qui vient de le faire. Donc, il y a Croison, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, qui m'en a fait un. Voilà, je me suis amusé. Il y a Ferroni aussi qui doit m'en faire un, là, que j'ai pas encore monté. Et je m'amuse à ça parce que c'est une façon de parler du spectacle, mais en délirant encore. Et je suis assez fan pas des réseaux sociaux obligatoirement, mais fan des nouvelles choses, des nouveaux. J'étais un des premiers à faire des échanges et du chat sur Minitel. Oui. Donc je veux dire, on avait monté un truc, on pouvait discuter avec les gens, parler de théâtre et tout. Donc j'adore ça. En même temps, ça ne vous empêche pas, Éric Métayer, de penser à l'ancien, puisque un jour, une visite dans un EHPAD est à l'origine d'un autre spectacle et d'un film. Oui, enfin surtout d'un film, Quand tu seras grand. Exactement. Qu'on a réalisé avec Andrea Bescon. Oui, on avait envie de parler de ça aussi. C'est des domaines... Alors moi, il y a un film fétiche, c'est ça aussi qui m'avait motivé. Je dis à tout le monde, regardez-le, parce que ce film est extraordinaire. C'est La fin du jour. Oui. Parce que si ces deux comédiens, c'est des monstres, Jouvet et comment Michel Simon. Et Michel Simon. Et c'est extraordinaire. Donc j'avais envie d'en parler parce que, et étonnamment, quand on a commencé à travailler sur le film, 1 an après, sortait le bouquin. Voilà. Mais on n'avait pas encore sorti le film, nous. Non, mais surtout, je crois que c'est Andrea Bescon rend visite à sa grand-mère dans un EHPAD. Oui. Et c'est de la base du film. Mais surtout, à l'époque, vous êtes le premier encore à avoir évoqué les problèmes des soignants. Qui sont d'actualité aujourd'hui. Le bouquin n'était pas... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Le bouquin là-dessus, qui a fait grand bruit. Oui. Mais à l'époque, non. Et c'est vraiment parce qu'on allait dans un EHPAD pour la grand-mère. Et encore, c'était pas un EHPAD totalement... c'était un EHPAD qui avait quand même une certaine valeur, une certaine façon d'être. Mais déjà, on voyait le regard de ces petits vieux qui, quand ils voyaient arriver un enfant, avait envie de parler, avait envie d'être là, avait envie et cet échange-là, bon, je crois que ça s'est repris un peu, mais pas vraiment. Vous savez, il y a plein de combats. Malheureusement, il y en a trop. C'est des combats. Là, je viens de terminer un unitaire pour France Télévisions. Signalement. Vous vous dites, quand je vois l'histoire de Laurence Jambu, enfin de Karine Jambu, vous vous dites, mais comment on en est encore là, quoi ? Parce qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, je vous la raconterai pas, mais à chaque fois que je raconte l'histoire, il fait « Oh là là, mais c'était en quelle année ?» Et je sens bien dans la tête des gens, on parle des années 70 ou 80. Je leur dis « Ah non, pas du tout, c'est les années 2010. » Quoi ? Ben, je dis « Bah oui, mais les choses ne changent pas. » Mais les comédiens font des combats. Brigitte Bardot m'a dit il y a quelques jours « Je me suis battu toute ma vie pour voir les politiques et c'est finalement le public qui m'a le plus aidé. » Ben bien sûr. Je pense que la société fera bouger les choses beaucoup plus vite que le politique. Le politique, il fait œuvre de politique. Voilà. En même temps, entre les pièces, les films, ces spectacles qu'on n'attend pas, comment vous arrivez à tout faire ? Comment vous arrivez à passer de l'un à l'autre, Éric Métayer ? La vie. J'aime la vie. J'aime les gens. Je peux pas me passer de ça. Je découvre des choses. Là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Enfin, plutôt, c'est pas extraordinaire. J'ai découvert par le Paralympique des sportifs de haut niveau du Paralympique. J'ai rencontré la seule femme qui est pilote de voltige handicapée au monde, qui est française. Je dis, qu'est-ce que je vous dis ? Tout d'un coup, je m'aperçois, en voyant ces gens-là, je vois des problématiques que j'avais pas vues. En tant que valide, on a l'impression que, oh oui, il y a quand même, allez bien, 80% des choses qui sont faites pour eux. Et quand tout d'un coup, vous rentrez dans le fond du sujet, vous faites, oh, mais non.
Mais non, il y a pas. C'est un monde complètement à côté. Quand vous allez dans un hôtel avec un paraplégique, que vous dites on veut une chambre PMR, systématiquement, là je parle pas pour moi obligatoirement, mais systématiquement vous ouvrez, enfin pas systématiquement, mais vous ouvrez la porte de la chambre, il y a 2 lits. Vous vous dites mais vous savez que un paraplégique n'est pas obligé d'arriver avec un accompagnant, il peut venir avec un compagnon. Hein. Mais il y a plein de choses comme ça. Donc je suis ouvert à la vie je pense que c'est même pas moi, c'est le vent de la vie qui me plaque au mur et qui me donne envie d'y aller, quoi. Ben, ne changez rien, et puis nous irons voir, je crois que c'est du mardi au samedi à 21h. Au dimanche. Ah non, moi je l'oublie pas. Le dimanche à 18h, non? Oui, voilà, 18h. Ouais, c'est bien. Voilà, j'allais le dire. Non, mais c'est pas pour ça que je disais ça, c'est parce que je disais non, le dimanche j'y suis aussi, moi. Mais 7 jours sur 7, vous travaillez de toute façon. Continuez ainsi, ne changez rien, restez à votre vous non image. plus, changez pas. Hein. On peut compter l'un sur l'autre. Merci Éric Métayer, à bientôt. À bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.